1978. 25 août 1978. Lettre personnelle. Hier, j'ai fini les épreuves du tome 2 et l'eau arrivait à Land's End. Le jour où nous sommes entrés à Land's End, le 18, l'électricité est revenue après 8 jours de communication interrompue. Bon signe, mais je n'en suis plus au signe. La bonne nouvelle est l'arrivée d'Anne et de Robert, comme si le tournant était définitivement pris vers quoi? Harwood a tout de suite été rebaptisé Happywood par Anne. Nous nous apprêtions à acheter une nouvelle ligne de cuivre lorsque Robert a eu l'idée de tenter de souder tous les joints de la vieille ligne. Résultat, le moteur marche, quoique avec une chute de tension. Il marche avec le générateur, naturellement, par la ligne municipale. Donc, on vide le puits, nettoie, vide les tuyaux rouillés, mais la partie est gagnée. Elle ne sera vraiment gagnée que lorsque nous aurons un puits à Land's End et une pompe à main. J'ai écrit au sourcier de Coimbatore de venir le vendredi 1er septembre. Nous verrons aussi les possibilités de puits à Happywood. Anne remue toute la maison, déménage et redéménage tous les meubles, d'une pièce à l'autre, brique le parquet, les murs. Elle exulte. Micheline, merveilleuse de patience financière, va nous aider à boucher tous ces trous de Happywood et à terminer les travaux de Land's End. Il faudrait que d'ici une dizaine de jours, nous affrontions la dernière partie de cette bataille de l'établissement. Quelle bataille! Mais les choses ont étrangement viré du jour où j'ai décidé d'entrer à Land's End coûte que coûte. C'était le 15 août au soir, en pleine tempête, je te l'ai écrit. Et je ne sais pourquoi, je sentais que nous devions être seuls, Sujata et moi, pour affronter la dernière épreuve. Il fallait que tu partes. Enfin, le cap est viré, avec quelques dégâts. Oui, ma jambe me lâche. Je crois bien que c'est une phlébite. C'est curieux, avant même de prendre la décision d'entrer à Land's End, quand tu étais encore là, la pensée m'avait traversé la tête, ou la suggestion. Si tu entres à Land's End, c'est dans ton corps qu'ils taperont. C'est le dernier degré. C'est descendu progressivement tous les degrés de l'enfer, jusqu'au plus matériel, le corps. Ça me rappelle mère. C'est le tour des centres d'en bas. Mais sans être du tout sûr que tout cela ait un sens yogique, en fait, les choses n'ont guère plus de sens, elles sont, l'une après l'autre. Il n'y a qu'à traverser. En tout cas, j'aurais marché tant que j'ai pu. C'est probablement un excès de gymnastique entre le chola et le générateur. Tout cela est étonnamment symbolique. Mais je me le dis, c'est tout. Cela ne correspond à aucune réalité transformatrice. À moins qu'on ne me transforme malgré moi. Après tout, c'est peut-être bien ce qui est en train d'arriver au monde entier. Bref, 5 jours après l'entrée à Land's End, ma jambe a claqué tout d'un coup, une douleur aiguë, et puis... Oui, elle a claqué, je me souviens maintenant, c'était exactement au moment où je désignais l'endroit du trou aux ordures pour Land's End. J'ai sauté sur le petit chemin et puis clac. Si je me force à marcher, au bout de 10 minutes, ça devient insupportable et je peux continuer. Mais c'est le changement de position ou de pression dans les veines qui est difficile. Alors me voilà à demi infirme. Je pense à mon copain Rimbaud. On a beaucoup marché. Depuis 1973, j'ai beaucoup couru et ces dernières semaines, c'était le pentathlon. C'était tout à fait fou.
De temps en temps, il m'arrivait d'avoir des crampes à la jambe à cause de la mauvaise irrigation, mais c'était contrôlé. Et à vrai dire, je n'y croyais pas. Je ne sais pas très bien à quoi je crois d'ailleurs, ni à la vie, ni à la mort, ni à Dieu, ni à diable. Peut-être à je ne sais quoi, qu'on appelle autre chose, et qui fait tout de même un feu dedans. Ça, c'est à peu près sûr. Sans ça, je tomberais raide hors du cauchemar. J'ai donc terminé les épreuves du tome 2 hier soir. Ces années 61-62 me semblent si pleines de sens actuel, et pourtant je n'y vois que du noir dans la situation extérieure. On n'a pas l'impression que quoi que ce soit se transforme. On a plutôt l'impression que tout se déglingue, dedans et dehors, depuis les dents jusqu'au cœur, et puis la tête si assommée. Enfin, je me réconcilie avec Land's End. En tout cas, je suis cloué dans le piège. Il faudra bien en sortir d'un côté ou de l'autre. Je vais me mettre tout de suite au tome 3. Quel drôle de chemin tout de même. Ça a l'air d'une histoire de fou. Il y a bien des moments où je me suis dit que si je n'avais pas ce solide réalisme breton, j'aurais basculé dans la révolte définitive et nue. C'est nu de toute façon, mais c'est accepté. Ma cabine de bateau est enveloppée de nuages. Tout est silencieux en ce bout du monde. Sujata partit au village avec Anne à travers la forêt. Anne avec son rucksack, inséparable. Le cerisier du Japon est tout en fleurs derrière la maison et les mimosas croulent en cascade. C'est bien joli tout de même. Surtout ma chambre. Ça a l'air d'un paquet solide de silence enrobé de lumière. Il n'y a que moi, entre guillemets, là-dedans, qui fais encore une sorte de tâche incompréhensible. Mais il suffit d'aller jusqu'à demain. Ça te prenne. Sujata, dans sa grande chambre, a l'air d'une petite image d'ailleurs, toute petite, très blanche et presque sacrée. Le soir, quand elle allume sa petite lampe dans la niche et que la lumière blanche tombe sur ce lit, on dirait que ça sort de je ne sais quelle scène antique et qu'elle est là comme entre deux mondes. Nous sommes peut-être bien entre deux mondes. Et il y a bien quelqu'un qui doit faire le pont. 28 août 1978. Dernier voyage à Pondichéry pour affaires consulaires. Ma deuxième jambe abîmée, genou, sur le quai de la gare de Madras. Un supplice. Oh, ne plus jamais revenir là-bas. 30 août 1978. Retour Land's End. Une page tournée. 1er septembre 1978. Lettre personnelle. Pour la première fois depuis des mois ou des années, les choses ont une apparence d'ordre et d'harmonie. On dirait que nous sommes passés sur l'autre versant. Il était temps. Le prix, c'est cette infirmité. Je ne vois guère qu'une grâce supramentale qui puisse défaire ou réparer cette démolition de ma jambe. Il a bien failli y en avoir deux. Sur le quai de la gare de Madras, l'autre jambe a claqué. Je sautillais sur une jambe, c'était long, et puis il a dû y avoir un faux mouvement. Le genou de la jambe gauche s'est mal placé, le nerf de l'articulation s'est coincé, une douleur affreuse. J'ai eu 2 jours de supplice à marcher sur aucune jambe, dans les bureaux de Pondy, à Jipmer, puis à l'Immigration Office de Madras. J'ai souffert. Surtout le dernier jour, c'était constant. Mais cette horreur de Pondichéry. Vraiment, j'aime mieux ma jambe démolie que ce bain de poison, une nausée. J'avais envie de vomir dans la voiture lorsque je suis repartie. Oh, ne plus entendre parler de ces gens-là. Entendre parler. Cela veut dire le contact immédiat et on les avale comme si ils étaient là.
J'aime mieux l'enfer physique que j'ai traversé, au moins il est sain, si j'ose dire. Enfin, ma deuxième jambe s'est remise en arrivant à Land's End. Mais l'autre, je t'écris sur une chaise longue, excuse mon écriture. Mais malgré tout, il y a 1000 pas à faire pour chercher un objet ou un autre, mettre une bûche dans la cheminée. On ne peut pas être toujours à appeler à l'aide. Je crois bien que ça va être une longue condition, un autre genre de bataille. Mais ce poison de là-bas... Maintenant, je me demande comment j'ai pu traverser ça sans en mourir. Au fond, j'ai une foi formidable quelque part dans le corps. Sinon, je n'aurais jamais tenu. Et puis, depuis ce 15 août au soir où quelque chose a basculé dans ma conscience, je vis dans un tel état d'abandon total. Au fond, même ma jambe ne me préoccupe pas, sauf qu'elle m'embête. On dirait que tout a foutu le camp de tous les côtés, le naufrage complet, on est tranquille, il n'y a plus rien à sauver. Si je mourais dans 3 minutes, ce serait très bien. Si je continue 50 ans, c'est tout pareil. De n'importe quel côté, c'est le même truc infernal tant que ça n'aura pas changé totalement matériellement, tant qu'on ne sera pas dans l'autre espèce. Et je comprends bien ceci. Rien ne changera vraiment ni les cieux ni les enfers tant que la matière ne sera pas changée. C'est là que ça se passe. C'est la clé de tous les paradis et tous les enfers, aussi faux l'un que l'autre. C'est le lieu où la chose se passe, où peut-être le vrai paradis s'élabore, sans extase nulle et sans flébite idiote. Passer de l'autre côté ne change rien. Voilà des milliers de milliards d'années que ça dure. Tu comprends ce poison-là, celui que j'ai avalé pendant près de 5 ans à Pondichéry. C'est ça l'horreur du monde à abolir. Et tant que la racine de cette horreur-là ne sera pas extirpée, rien ne sera jamais guéri ni parfait, dans aucun ciel et dans aucun univers. C'est clair pour moi maintenant. Je veux dire que je comprends matériellement, avec mes sens, si je puis dire. Je ne voudrais jamais revivre ces 5 années d'enfer depuis 73. Mauthausen et Buchenwald, c'est charmant à côté. Je comprends maintenant pourquoi je suis passé par là. Que ça n'existe plus sur la terre. Mais alors, c'est une drôle de période. J'ai passé toute une nuit, 7 heures, c'est long, dans un état qui n'était pas du tout du sommeil parce que j'avais exactement l'impression d'une nuit blanche, sans une seconde de sommeil ni de repos, et qui pourtant n'était pas un état éveillé puisque j'étais incapable de sortir de la situation. Un sommeil qui n'était pas du sommeil du tout et une veille qui ne ressemblait pas à l'état éveillé. Et la situation qui a duré 7 heures continues, d'où j'étais incapable de sortir, était celle-ci. J'étais dans une pièce qui semblait être ma chambre, assez nue, grande, propre, avec un sol jaune, et il y avait un individu qui ressemblait au grand boutiquier du village qui faisait entrer dans ma chambre un certain nombre d'objets indescriptibles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de sens dans ma conscience extérieure de veille, c'était comme des chaises ou des tables retournées dont je voyais surtout les pieds. Enfin, des objets dont je ne voulais pas dans ma chambre. Alors je les sortais de ma chambre, il les re-rentrait, je les ressortais, il les re-rentrait, et ainsi de suite pendant 7 heures, à devenir fou. Et je ne dormais pas, et je n'arrivais pas à sortir de là. On dirait que c'est le mental physique. Mais quelle gymnastique de fou! Et pourquoi je fais tout ça? Ou pourquoi je vis tout ça? On dirait que je ne traverse qu'une affreuse négativité sans jamais voir le positif de ces différents cauchemars. Et tout est un cauchemar, sous une forme ou une autre. Voilà la situation.
Alors, ces gens qui ont des illuminations ou des expériences spirituelles, je commence à les regarder avec des yeux de hibou éberlué. Je ne comprends plus rien à 2500 ans de spiritualité. Et je ne comprends rien à l'autre chose. Entre les deux, je déménage et redéménage des objets insensés de ma chambre et je n'arrive pas à me dire honnêtement que je suis en transit vers une autre espèce parce que je ne vois rien. Pas le moindre petit poil de la bête suivante. Sauf que celle-ci se dégrade et donne toutes les apparences d'un formidable échec. Mais retentissant, tu sais, et détaillé. Eh bien, imagine nos amis algues perses, note de bas de page, un ami chirurgien cardiologue qui recommande une opération pour la phlébite de ma jambe. Ou même n'importe quel de nos amis lisant ça, ils diront « ça te m'est foutu ». Et en effet, ça a tout l'air comme ça. Mais je me fous d'être foutu alors. Ma chambre maintenant est comme une grande cabine entourée de brumes lumineuses. Je ne sais pas où ça voyage. Demain, je me mets au sommaire du tome 2 et j'entre dans une nouvelle période mystérieuse. Moi, je suis tout nul, mais tout est accepté, n'importe quoi. Je suis tranquille, comme après le naufrage. Ça te prenne. 9 septembre 1978. Fin du sommaire du tome 2. Un si léger frémissement de joie timide, comme si tout était en ordre, enfin. 11 septembre 1978. Lettre personnelle. J'ai un peu honte de t'envoyer un sommaire si long. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à faire cela, ou je ne peux pas m'empêcher de faire comme cela. On pourrait condenser, donner l'essence, mais il y a quelque chose qui veut faire de cette manière. Tant pis. Depuis le temps que je fais des choses insensées, ça ne s'améliore pas. On dirait que j'ai perdu tout contrôle de tout. Il y a même quelque chose qui est en train de me susurrer à l'oreille que je devrais rajouter dans le sommaire, à leur place chronologique, les événements mondiaux que j'ai mis en bloc au début du livre. Comme cela, on verrait mieux la corrélation. C'est comme un livre dans le livre. Bon, retant-pis. Je voudrais tellement que cet agenda soit merveilleusement au point pour tous les siècles. Ce sommaire me tracasse. Et il faudrait que je perde l'habitude de me tracasser. Excuse encore mon écriture, je t'écris sur ma chaise longue. Mais la jambe va beaucoup mieux. Je peux me déplacer sans avoir cette sensation que la jambe va éclater. La colonne du Chola Satprem est moins lourde. Ça doit être quelque chose dans le overhead line, ligne aérienne, de Satprem qui a des fuites de voltage. Je ne sais plus où est mon overhead, ni mon head tout court. Ça a l'air de se passer de plus en plus bas. En bas, sans que j'y puisse rien. Tout a l'air de se passer comme dans le schéma de mer, sans que rien n'indique la moindre transformation, au contraire. Plus on va, plus on devient le contraire de tout ce qu'on attendait. C'est curieux. Quelquefois, c'est même douloureux. Enfin. Pas d'opération de ma jambe, non, je n'y crois pas. Mon frère avait fait exactement le même tableau qu'Aigues Perses en 1972, avant son suicide, et il avait même ajouté l'agrément d'une embolie possible avec formation de caillots de sang. Je n'ai pas encore attrapé d'embolie. J'ai même beaucoup couru depuis 1972. Peut-être que je courrai encore. Une opération bénigne, oui, c'est exactement ce qu'il disait. Mais il y a tout ce qui est autour.
Rien que de respirer l'hôpital est déjà mortel en soi. À Vellore, je respirais la mort, et j'ai dû lutter pour m'arracher de leurs soins, entre guillemets. Mère avait dit, pas d'opération. Je ne me vois plus sur aucune table. C'est fini, tout leur truc. Je n'ai même pas, ou surtout pas envie de vivre avec les bénédictions médicales. Non, c'est une autre bénédiction qu'il faut, sans quoi ça ne vaut pas la peine de vivre. Qu'est-ce que ça peut faire, une douzaine d'embolies et puis marcher? Je voudrais voler. Est-ce qu'ils ont un truc pour faire des jambes volantes? C'est étrange, comme je vois, ou plutôt je sens Rimbaud, comme si je sentais tout ce qu'il avait senti dans son hôpital de Marseille. J'ai dû vivre ça. Ben oui. Alors l'opération est déjà faite, je ne vais pas recommencer. Quelquefois, il y a une douceur ici, et comme un frémissement de joie timide. C'est très joli cette chambre. Il y a des années et des années que je ne m'étais pas arrêtée. Peut-être que Mère a fait exprès de me coller sur une chaise longue. Mère a peut-être une idée derrière la tête, finalement. En tout cas, je suis réconciliée avec mon destin ici. Maintenant, tout m'a glissé des doigts. Dans le grand patio derrière, le cerisier du Japon est comme une cataracte rose. Ça te prenne. 15 septembre 1978. Début de l'agenda, tome 3. 21 septembre 1978. Le tome 2, chez Lafon. Lettre à Micheline. Chère Micheline, je sens ta pensée. Il y a longtemps que je voulais te faire signe, mais le travail m'engloutit. Puis le corps a dû se débattre avec certaines difficultés. Une espèce d'assaut depuis que j'ai décidé d'entrer à Land's End, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'on avance et qu'ils ne sont pas contents. Il ne manque plus que la confirmation de l'arrivée de la machine pour que le puzzle soit complet. La conscience physique est tout à fait comme saint Thomas, elle a besoin de preuves. Depuis 5 ans, j'ai passé mon temps à prendre des décisions aveugles, tandis que ma conscience physique n'arrêtait pas de me harceler avec ses exigences de preuves matérielles, qui naturellement n'arrivaient que longtemps après. Une drôle de marche. Tout à fait la forêt vierge. Quand on est au bout, on sait, c'est clair. Mais en attendant, c'est un arbre, plus un arbre, plus un arbre, dans rien du tout, qui est une immensité de forêt sans chemin. On fait le chemin en marchant. C'est très bien après. Sur le moment, c'est un peu essoufflant. Enfin, la merveille finalement, c'est qu'il y a des amis et des frères assez confiants pour suivre ces zigzags nocturnes. On n'a pas les yeux qu'il faut pour voir dans cette nuit-là, qui est seulement la nuit de nos yeux physiques actuels. Si c'était clair, ce serait probablement la vieille routine dans les sentiers battus du vieux monde. À l'ashram, tout est parfaitement clair. Tu penses, ils ont attrapé la mère éternelle avec leur pince à linge. Eh bien, la mère éternelle, elle me fait marcher sans que je voie le bout de son petit doigt. Probablement c'est elle qui me tient au bout de ses pinces à linge. Excuse mon langage, mais je ne sais plus parler du tout. Ça aussi ne fonctionne plus, littéralement, ni spirituellement. Littérairement, ni spirituellement, c'est tout chaotique. Enfin, on marche, même sans jambes. C'est tout à fait cela. Mais vraiment, elle nous fait faire des choses impossibles et elle doit rire par-dessus le marché. Je suis sûre qu'elle se moque de moi. Si seulement je la tenais.
Je suis en plein dans le tome 3, pas une minute à perdre. C'est comme cela. Je veux ou voudrais sortir 3 tomes en 1979. Tu vois le programme. Plus le tome 1 anglais de l'agenda, plus l'espèce nouvelle et la mutation de la mort en anglais. Et il y aura l'italien aussi. Lanzen est en train de tailler un sacré chemin inconnu dans la forêt vierge de demain. L'avenir dira. Peut-être mère a-t-elle envie que nous rions un peu au lieu de tout prendre si au sérieux. En fait, j'ai tout le truc sur les épaules apparemment, et si la conscience physique pouvait être persuadée que ce n'est pas son truc ni sa responsabilité, mais celle de la grande mère, ce serait plus simple et joyeusement facile. Alors on va qu'à un cas jusqu'à ce que l'ego physique disparaisse et laisse apparaître ce qui était toujours là. Voilà le bilan. Et puis je voulais te dire que j'ai trouvé notre rencontre très bonne. Il y avait quelque chose de tout nouveau en toi, qui n'était pas là, ou apparemment pas là, ou pas encore là, lorsque je t'ai vu à Paris. Je ne sais pas, quelque chose de l'âme simple, direct et doux, droit, très droit. Un vrai moment, non? Comme si tu avais fait le bond en avant et advienne que pourra. C'est comme cela que mère peut nous attraper par la main, probablement. Tant qu'on s'appuie sur les vieilles choses, comment pourrait-elle nous prendre la main? Alors garde ses yeux dans l'avenir et jette tout là-dedans. Avec tendresse. Ça te prenne.